Après l'Espagne, le Portugal et l'Algérie, Ben nous a appelé pour un projet très particulier. Ben, salut, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est à la Forge, Atypique Garage, un endroit où on prépare des motos, on les entretient, c'est un garage participatif et c'est l'endroit parfait pour parler de moto mais aussi de voyage. Et je vais vous raconter un petit peu ma prochaine, on va dire, promenade de santé. Allez, c'est parti. Allez. Alors Ben, j'ai cru comprendre que tu avais un voyage extraordinaire en perspective. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors quand je suis allé aux États-Unis il y a à peu près un an et demi, j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'un endroit qui est les États-Unis sans être vraiment les États-Unis. C'est une terre un peu hostile, assez différente, très particulière et qui s'appelle l'Alaska. Donc voilà, mon nouveau voyage commence en Californie parce que c'est là-bas que je vais récupérer une 800 DE en direction de l'Alaska, au point le plus au nord pour mettre les pieds dans l'océan Arctique. Atteindre l'Alaska par la route et à moto, j'imagine que c'est assez rare. Est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait? Oui, alors c'est un peu le Cap Nord des Américains. Sauf que pour nous, aller jusque là-bas, c'est pas forcément facile parce que ça coûte cher. On trouve très très peu de choses à ce sujet sur le YouTube français, sur les réseaux sociaux, en plus à moto. Donc pour moi, ça faisait beaucoup de raisons d'y aller et d'aller explorer cette terre très très éloignée. J'imagine que pour atteindre le nord de l'Alaska, il faut une moto assez robuste, fiable. Peux-tu nous dire avec quelle moto tu vas partir? Alors, ça sera une 800 DE, une Jebel édition, si tout va bien. Alors pourquoi? Parce que c'est une moto que j'avais déjà eue quand quand j'ai fait le désert en Algérie, qui est une moto qui est particulièrement intéressante, qui a un moteur qui est vraiment plein, qui a du caractère. Et comme je dis souvent, la fiabilité de Suzuki est plus vraiment à prouver. Et ce qui me fait marrer, c'est de dire que le jour où tu tombes en panne avec une Suzuki, c'est que tu as oublié de mettre de l'essence. Voilà. Comment tu vas l'équiper cette moto pour ce voyage? Alors, il y a beaucoup d'accessoires qui font partie du catalogue, qui vont être dessus, des phares additionnels, des poignées chauffantes, parce que même si j'y vais en période d'été en Alaska, là-bas on est sur du 0 degré, voire un petit peu moins. Donc ça, c'est vraiment les températures d'été là-bas. Donc poignées chauffantes, des bagages souples de chez Givi que je vais devoir adapter à la moto. Et puis des vêtements chauds. Voilà, des vêtements légers parce que le début en Californie, on va être dans les 30-35 degrés. Et en l'espace de quelques semaines, je vais passer à du zéro, voire du négatif. Donc voilà, il faut être équipé intelligemment. Tu auras plus de 10 000 kilomètres à parcourir. En combien de temps penses-tu achever ce voyage? Alors 10 000 km de la Californie jusqu'à Prudhoe Bay, donc le point final tout en haut. Je me suis donné à peu près 2 mois, mais dans les 2 mois, il y a, c'est vraiment le moment où j'atterris à Los Angeles et le moment où je reprends l'avion à Anchorage. Donc je pense que sur la route, ça va être du 5-6 semaines à peu près. Euh, il y a beaucoup de tout-terrain, à peu près 60-70% de tout-terrain. Donc c'est pas à compter comme si c'est pas la même vitesse que sur route goudronnée, quoi. Ça va être beaucoup plus lent. Il y aura beaucoup d'imprévus avec la faune, la flore. Donc il va falloir que je sois efficace. Donc je pense, ouais, 5-6 semaines. Pour te loger jour après jour, comment comptes-tu faire? Je sais pas, on va voir avec les Américains. C'est toujours un peu, c'est toujours un peu difficile aux États-Unis. C'est pas forcément les gens qui sont les plus accessibles rapidement. Néanmoins, l'Alaska, c'est une terre vraiment hostile et souvent dans ces régions un peu reculées, tu peux avoir des gens qui ont un état d'esprit un peu différent, un peu plus d'entraide. Donc, j'espère, comme à chacun de mes voyages, croiser du monde, réussir à me faire loger chez l'habitant et au pire des cas, y aller motel. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis. De toute façon, avec moi, j'aurai une tente et un sac de couchage. J'ai pas trop peur, on verra, ça devrait bien se passer. Alors Ben, je vais te passer quelques photos. J'aimerais que tu nous racontes ce qu'elles t'évoquent. Allez, soyons fous. Alors ça, si je me trompe pas, parce que j'y ai pas encore été, le but c'est d'y aller, c'est la 101. Donc ça doit être Big Sur, non, ou un truc comme ça.
Ça doit être entre Los Angeles et San Francisco? Exactement. Ok, bah écoute, j'ai extrêmement hâte d'y aller. Il paraît que c'est une des plus belles routes du monde. Quand je suis allé aux États-Unis il y a un an et demi, je n'ai pas pu y passer pour des raisons de distance. Je suis passé un peu plus dans les terres. Mais ouais, là, je vais pouvoir la faire à 200%. Et j'ai extrêmement hâte. Je pense que ça va être un vrai régal à filmer. D'ailleurs, peux-tu nous dire pourquoi tu pars de Los Angeles? D'abord, c'était pour des raisons logistiques. La moto, je la récupère au QG de Suzuki USA, qui se trouve dans le quartier de Brea, à Los Angeles, si je ne me trompe C'est pas. ça, oui. Et en fait, quand on m'a dit que la moto était là-bas, en fait, je devais partir de Seattle, juste en dessous, enfin au-dessus, en dessous de Vancouver. Et en fait, quand j'ai su que la moto était dispo là-bas, je me suis dit non, non, mais je vais faire 2000 bornes de plus. Je vais me faire un énorme kiff et je vais passer par la 101. Ouais, c'est une très bonne opportunité de la faire. Ouais. As-tu des lieux en particulier sur cette route qui te font rêver? Bah, la route en elle-même, c'est déjà un endroit mythique. Mais Big Sur, ouais, c'est un endroit que j'ai très très envie de faire. C'est extrêmement populaire dans le monde. Je pense que je vais verser mes petites larmes à certains moments, tellement ça va être spectaculaire. J'espère que j'aurai pas trop de pluie, quoi. Je pense pas. La deuxième photo. Quimper? Non, c'est pas Quimper. Non, je crois pas. Ça doit être un peu plus haut. L'Oregon, peut-être? Exactement, c'est Gold Beach. Ok, Gold Beach. Eh ben écoute, tu les as bien imprimés, hein, c'est de la belle qualité. Hein. Tu les as fait plastifier et tout. Exactement. Euh, ouais, bah, ça c'est pareil. C'est peut-être un peu moins. C'est un peu plus proche de la mer en termes de niveau. Ouais, je pense que ça va être beaucoup de claques. Là, je pense que la température aura déjà commencé à baisser. Et puis là, je serai plus très très loin de Seattle, même si plus très très loin aux États-Unis, ça veut dire seulement 10 heures de route. Donc ouais, très très impatient d'aller dans ce coin-là. Ça va être ouf. D'ailleurs, globalement, en Oregon, qu'as-tu prévu de faire? Peut-être visiter Portland? Ouais, il y a aussi ouais, Portland, ouais, et puis t'as des parcs nationaux aussi, quelques centaines de kilomètres avant Seattle. Donc ouais, trop chouette, trop trop hâte d'y aller. Bon, bah là, je pense que l'image parle d'elle-même, hein, c'est le groupe Nirvana, euh, qui est originaire de Seattle. Enfin, le grunge est un style musical qui a énormément marqué Seattle dans les années 90, dont Nirvana, qui est probablement un des plus grands ambassadeurs. Au milieu, on a le Dave Grohl, qui est l'actuel chanteur et guitariste du groupe Foo Fighters, qui continue de toujours être très très actif. Je suis pas sûr qu'il soit de Seattle, mais ça m'étonnerait pas forcément qu'il le soit. Enfin, il y a vraiment une culture énorme du côté de Seattle, côté musique. Donc pareil, ça va être ouf. Et pourquoi je parle de musique et pourquoi tu me donnes une photo qui est en rapport avec ça, c'est que j'ai fait de la musique pendant des années. Et ouais, c'est un vrai pèlerinage d'aller là-bas. Pour toi, ouais, c'est fort d'aller à Seattle avec cette culture musicale Ouais, importante. ouais, vraiment, c'est un pèlerinage. Voilà, c'est comme aller à Liverpool quand on aime les Beatles. Voilà, Seattle, c'est vraiment le même but, quoi. Et je crois que proche de Seattle, notamment, il y a l'Olympic National Park qui t'intéresse particulièrement. Ouais, ça sera. Alors c'est vrai que je dis 10 000 kilomètres, mais ça va probablement être un peu plus parce que je vais faire un peu des zigzags. Et ouais, c'est pareil, les parcs nationaux aux États-Unis sont. C'est pas comme chez nous, en fait, c'est énormissime. On parle de la forêt de Rambouillet ici où tu vas mettre, je sais pas, 1 heure pour la traverser, et là-bas c'est 4, 5, 6 heures parfois. Typiquement, Yellowstone, quand je l'avais fait il y a un an et demi, ça m'a pris la journée pour traverser le parc. Ça va être énorme. Et il va y avoir probablement des petits animaux, genre des ours, des trucs comme ça. Donc voilà, je vais commencer à faire un peu dans mon pantalon, quoi. On passe à la quatrième photo, désormais au Canada. Ouais. Ah oui, alors ça, c'est Kitsault, ou Kitsault, je sais pas comment on Exactement, dit. ouais. Ouais. Ça, c'est un village, c'est avant l'Alaska. Il y a eu, comme en Alaska, un truc dont tout le monde a entendu le nom, qui s'appelle la ruée vers l'or. Pour la petite histoire, l'Alaska, avant d'être américaine, elle était russe. Elle a été vendue par les Russes aux Américains, je crois, au début du siècle, ou voire un petit peu avant, mais ça fait pas très longtemps que c'est américain. Parce que les Russes ne savaient pas vraiment
quoi faire de cette terre. Pour eux, c'était un no man's land, ils ne savaient pas comment l'exploiter. Et quand ça a été vendu aux Américains, très rapidement, en quelques décennies, si je ne me gourre pas, les Américains ont découvert de l'or, du pétrole, je crois même du gaz. Donc il s'est passé un truc qui s'appelle la ruée vers l'or. Et tu as plein de villages qui sont sortis de terre comme ça, avec des maisons un peu cheap, un peu montées rapidement, des espèces de constructions type mobil-home, mais en un peu mieux. Et quand l'or a perdu complètement de sa valeur, pardon, il y a plein de villages qui ont été désertés, qui sont restés un peu comme ça, et Kitsault en fait partie. Alors c'est pas en Alaska, c'est un peu avant, c'est en Colombie-Britannique au Canada, mais c'est vraiment un village fantôme. Tu peux y aller, tu peux marcher dedans. Tu vois encore des écoles avec encore des bouquins. Et je crois que ça, lui, il a été déserté dans les années 70, en tout cas dans ces eaux-là. Et c'est très perturbant, parce que tu as l'impression que il y a eu pas une épidémie, mais un truc un peu où les gens se sont barrés du jour au lendemain, quoi. Donc c'est très... ça n'existe pas chez nous, ces choses-là. Ouais, ça c'est un des endroits où je vais passer. C'est sûr de sûr. Ça va être fou. Absolument fou. Là, je crois qu'on commence à passer aux choses sérieuses. Alright. Bon, bah là, on commence à rentrer sur la fameuse route qui s'appelle la Dalton Highway, qui est la seule route, en fait, qui mène au nord de l'Alaska. Et cette route est très particulière parce elle est faite de permafrost. Et le permafrost, c'est une matière, c'est un mélange de terre et de glace. Et c'est du coup très très assujetti au changement de température. Donc en fonction de la météo, ça peut être ou de la grosse bouillasse, ou si c'est sec, ça se tient et c'est roulable. Il y a énormément de camions qui roulent dessus à des vitesses complètement démesurées, donc c'est hyper dangereux. Elle fait partie du top 5 des routes les plus dangereuses du monde. Donc tu ajoutes à ça les animaux, la nature, plus les camions, plus le permafrost. Ouais, ça fait beaucoup d'ingrédients qui rendent l'aventure excitante et un peu touchy en même temps. Je devrais pouvoir être dans une période où il y aura juste encore un peu de neige et ça devrait être praticable. Donc ouais, trop hâte. Ça va être fabuleux. J'imagine que pour ces conditions particulières, tu vas changer tes pneus en arrivant au Canada notamment. Ouais, normalement on devrait avoir une paire de pneus mixtes adaptés au tout-terrain à partir d'Anchorage. Et j'ai plutôt intérêt parce que j'aurais déjà fait 5 ou 6 000 bornes pour aller de Californie jusqu'à Anchorage. Donc ça va déjà faire pas mal de bornes et les pneus vont déjà prendre pas mal dans la tronche. Donc il vaut mieux partir avec des pneus neufs à partir d'Anchorage, où là j'aurai 2000 bornes, je crois, à peu près de, de tout terrain. Ouais, ça va être chaud. En arrivant au nord de l'Alaska, quel type de civilisation tu penses trouver? Pas grand-chose en termes humains, parce que tu as que 3 points de ravitaillement, ou voire même 2, je crois, à partir du moment où tu rentres sur la Dalton. Tu as un endroit qui s'appelle Fairbanks, après tu as un endroit qui s'appelle Cold Foot, et après tu arrives à Prudhoe Bay. Et si je ne dis pas de bêtises, attention, hein, entre Cold Foot et Prudhoe Bay, c'est la dernière portion où tu n'as plus de ravitaillement en essence. Donc le 800 DE ayant une autonomie de 400 bornes, grand max, il va falloir que je parte avec des nourrices accrochées. Mais comme j'avais eu la dernière fois que j'avais fait les US, je me baladais avec 8 litres en plus, mais là je vais pas prendre 8, je pense que je vais prendre 2 fois 8 pour être sûr de ne pas me retrouver dans la mouise au milieu de nulle part. Parce que c'est comme le désert, hein, d'Algérie, c'est comme le Montana. Quand tu es au milieu de nulle part et que tu as vraiment une galère, c'est plusieurs heures avant que quelqu'un se pointe pour t'aider. Si quelqu'un se pointe. Donc ouais, il faut bien se débrouiller seul, quoi. Et alors cette photo elle est bonus, mais je pense que tu vas l'apprécier. Ok. Ouais, ça j'avoue que c'est un peu ma frayeur. Donc c'est un grizzly sur la photo. Alors ils attaquent pas souvent les humains. Ils attaquent les humains à partir du moment où tu as des bébés à côté. Donc si c'est une maman avec des bébés, elle va tout de suite vriller et se dire que tu es un ennemi, quoi. Donc là, il y a des fortes chances qu'elle t'attaque. J'avoue que c'est un peu le truc qui me fait flipper. Il y a un autre type d'animal qui me fait flipper, ce sont les pumas. Et eux, ils ont vraiment une façon de faire. En gros, si tu es dans un chemin et que tu croises un puma et que tu le vois, ça veut dire que lui, il t'a vu déjà depuis au moins 1 heure ou 2 et qu'il te suit. Les élans aussi, paraît-il, sont assez hargneux, donc faut faire gaffe. Mais ouais, c'est vraiment le pire truc, quoi. Je vais être équipé et tout, hein.
Comment tu appréhendes cette faune qui est assez agressive? J'ai étudié différentes possibilités de moyens de défense. Alors il y a une option qui est pas autorisée, qu'on va pas dire là sur les réseaux sociaux. Et puis il y a une option qui est un peu plus facile d'accès. Ça s'appelle un bear spray. Donc c'est une espèce c'est très gros, c'est une grosse bombe au poivre que tu es obligé d'avoir en permanence sur la hanche de ton sac à dos pour pouvoir la sortir directement si la bestiole décide de t'approcher. Et puis après, la deuxième solution, c'est d'accélérer très très vite en espérant que tu restes vivant, quoi. Pour finir, Ben, peux-tu nous dire ce que t'inspire ce voyage? Waouh. Il m'inspire quelque chose de très aventurier, dans le sens vraiment littéral du terme, parce qu'il y a une vraie sortie de... Alors j'aime pas trop cette expression, mais là pour le coup elle est assez vraie, il y a une vraie sortie de zone de confort. J'ai fait beaucoup l'Europe, bon j'ai fait les États-Unis déjà l'an dernier, mais c'est les États-Unis sans vraiment être les États-Unis, l'Alaska, de par sa faune et sa flore qui sont hostiles. Et je trouve que chaque État aux États-Unis a un surnom ou une phrase descriptive. Et l'Alaska, c'est The Last Frontier, la dernière frontière. Et ouais, je trouve ça trop cool, cette idée de pouvoir aller vraiment au bout du monde, littéralement. Parce qu'après l'Alaska, il n'y a plus rien, quoi. C'est le nord-nord-nord de chez Nord. Donc c'est ouais, très très excitant. Prêt pour le départ? Non, mais on se débrouillera. Tout devrait se faire et tout devrait aller, je pense. Où est-ce qu'on peut te suivre, Ben, sur tes réseaux, j'imagine? Ouais, sur Instagram, @équipé sauvage, où on va pouvoir suivre quasiment quotidiennement le voyage, où je vais poster de la story à peu près tous les jours. Et puis, si à un moment il n'y a plus de posts, ça veut dire que je suis mort. Donc, donc voilà. Donc s'il y a des posts, ça veut dire que je suis encore vivant et qu'on peut me suivre. Merci, Ben, bon voyage. Merci.